Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Song of Ice and Fire et aujourd'hui on va analyser la maison, la faction, les Targaryens, les cavaliers, les dragons, la bonne infanterie. Tout ça vous allez voir cette bande avec comme je fais d'habitude, c'est-à-dire on va commencer par regarder les unités combattantes, ensuite on va enchaîner avec les cartes de faction, les généraux et les cartes tactiques de faction qui vont être ajoutées aux cartes qu'on aura vues juste avant. Ensuite, on enchaînera avec les attachements, ce que l'on peut rajouter aux unités. Et enfin, on terminera par les unités non combattantes. Donc tout ça pour que vous ayez un aperçu le plus global et le plus précis sur un peu ce qui est possible avec cette faction et que vous puissiez vous faire votre propre idée sur ces Targaryens, sur ces fameux Targaryens. Donc comme je disais, on va voir ces cavaliers, ces dragons, voilà, on entend beaucoup parler, il y a beaucoup de joueurs qui disent du bien et du mal de cette faction, donc vous pourrez vous faire votre propre avis, et puis bien entendu pour les joueurs Targaryens, n'hésitez pas à mettre ou à commenter cette vidéo pour savoir si j'ai raison dans mes analyses, et pareil pour ceux qui ne jouent pas cette faction, ce que vous en pensez aussi. Allez, je vous propose qu'on attaque tout de suite après le petit générique. Alors voyons voir ce que les Targaryens ont comme unité combattante à nous proposer. Alors on va commencer par des unités d'infanterie, donc de piétons. On va et en haut nous avons les Stormcrow Dervish que vous connaissez certainement sous d'autres factions, mais plutôt en unité neutre, accessible en unité neutre, mais là accessible en tant que Targaryen. Donc c'est une unité qui coûte 7 points, donc on va dire considérée comme une unité d'élite. Alors pourquoi? Elle se déplace à 6, donc c'est un bon mouvement. Elle attaque uniquement au corps à corps pour du 3+, qui est une bonne stat. Profil dégressif 7, 6 et 4, 4 plus d'armure, 7 plus de morale, donc on va dire que c'est la petite faiblesse de l'unité, mais à côté de ça, elles ont deux capacités natives, donc c'est embuscade qui permet lorsqu'ils chargent de flanc ou de dos de mettre un jeton paniqué et affaibli à unité, donc ça c'est plutôt très intéressant. Et la deuxième chose c'est Swift Strike, un peu comme les rangers de la Nightwatch, après que l'attaque est faite, en natif, ils peuvent faire une action de retraite. Sauf que là, c'est natif et c'est pas un ordre comme l'unité Ranger de la Nightwatch. Alors, ils ont également une autre capacité motivée par Bicon, motivée par l'argent. À chaque fois qu'une unité non combattante amie prend la bourse, vous pouvez remplacer l'effet de la zone par les Stormcrow Dervish. Donc l'unité en question fait une action d'attaque. Donc c'est un petit plus de l'unité. Alors concrètement, pour 7 points, c'est déjà une bonne unité de combat au corps à corps. Voilà, donc à vous de voir si vous les mettez dans vos listes ou pas. On va aller juste en dessous avec les Pac-Man, les Insult Pac-Man, qui eux coûtent 7 points, pareil aussi considérés comme unité d'élite, qui se déplacent à 5, donc moins de mouvement, mais parce qu'ils sont un peu plus lourdement armés, on va dire ça comme ça. Bon profil de combat également, avec du 3+, 7, 7, 4, donc là c'est pas du dégressif totalement, il faut qu'ils perdent les 2 rangs pour vraiment perdre en termes de puissance d'attaque. Au niveau de l'armure, c'est du 4+, morale 4+, donc c'est du très très bon moral. Et après, ils ont 2 ordres qui sont ma foi très intéressants aussi. Ils ont l'ordre prêt pour la charge. Quand une unité réussit une charge de front ou de flanc, si elle n'est pas engagée avec une autre unité ennemie, ça fait une action d'attaque avant que l'attaquant ne fasse l'action d'attaque, donc quand ils sont chargés, pardon. Et l'autre action, c'est quand un ennemi fait une action de mêlée contre eux, avant de lancer les jets de défense, ils peuvent décider de bloquer plus une touche par rang restant, donc ça veut dire que pour les affaiblir, s'ils ont 3 rangs, il faudra déjà faire au moins 4 touches pour espérer au moins leur faire un point de dégâts, donc un point de blessure sur leur unité. Donc ce qui veut dire que il va falloir taper fort pour les avoir. Donc très bonne unité qui est capable quand même de faire des dommages, même s'il n'y a pas de vicieux, il n'y a pas de fracassés, etc.
mais ça reste une bonne unité tanky qui est capable de faire de gros dommages. Quand après vous verrez les cartes des différents commandants et de la faction, mais il y a moyen de faire des bonnes choses avec ces pikemen. Ensuite, une unité, on va dire un peu basique, les Freedmen, qui coûtent 3 points, donc on va dire presque gratuit. Maintenant, ils ont des gros désavantages, mais on va voir ça tout de suite. Alors déjà, c'est considéré comme une unité piéton, bien sûr, qui se déplace à 5. Pour attaquer, c'est 5 plus 6D, donc ils ont considéré comme avoir un seul rang. 6 plus d'armure, donc pas d'armure, 8 plus de morale, donc pas de morale, bah logiquement c'est voilà, c'est des esclaves, hein, qu'on dit. Alors, cette unité, dans les capacités, cette unité est considérée comme avoir 6 blessures, ils ne peuvent pas contrôler d'objectifs, ils ne peuvent pas gagner de points de victoire, un peu comme certaines unités Free Folk du peuple libre qu'on a pu voir lors de la précédente analyse de faction. Et sinon, au début d'un round, si cette unité n'est pas à courte distance d'une unité amie avec le Untrained Mass, donc le fait de pouvoir contrôler les esclaves, eh bien elle est détruite. Donc c'est quand même pas mal de faiblesses. Maintenant, ils ont gang up, c'est-à-dire que le gang, le fait que les attaques de mêlée de cette unité gagnent plus 1 au toucher et plus 1 attaque si la unité qui est engagée est également engagée avec une autre unité amie. Donc ça peut tout de suite passer de 5 plus à 4 plus, ça peut toujours être bien. Maintenant, la condition d'avoir une autre unité engagée contre votre adversaire, ça peut être compliqué à réaliser. Néanmoins, pour le coup, pour 3 points, c'est très bien. Ensuite, on a la dernière unité de cette page, c'est les Unsealed Swordmaster, les maîtres d'armes, qui là aussi coûtent 7 points, donc considérés là aussi comme une unité d'élite, qui déplacent à 5. Ils ont l'attaque à 3+, 8D, 7, 6, donc dégressif, mais direct à 8D, donc ce qui fait que ça peut taper fort. Et on va voir aussi pourquoi juste derrière. 4 plus d'armure, 4 plus de morale, là encore de très bon moral. Donc on peut voir que les Unsealed, que ce soit les pikemen ou les maîtres d'armes, ont un très bon moral, donc ce qui fait que c'est des unités très, très costauds, très tanky, rien que par ce fait-là. Et sinon, en natif, les maîtres d'armes ont précision. On rappelle que précision, quand vous faites une touche, quand vous faites un 6, ça fait une blessure directe. Donc c'est plutôt très bien. Ils ont aussi le fait de pouvoir relancer automatiquement tous leurs jets d'attaque. Donc ça c'est fort. Et l'adversaire ne peut pas utiliser de tokens affaiblis sur eux tant qu'ils sont attaquants. Donc là en fait ça rentabilise encore plus leur option d'attaque, leur côté offensif de cette utilité. Donc voilà, si on devait faire un choix, eh bien les maîtres d'armes pour moi sont presque plus intéressants que les pikemen, donc les piquiers, mais les deux peuvent bien se compléter quand on voit les unités de combat. Et les derviches, là pour le coup, c'est un peu plus accessoire. C'est surtout la faiblesse du moral fait que on ira, quand vous regardez même les listes actuelles des joueurs targaryens, vous aurez plutôt des piquiers ou des maîtres d'armes. Et puis quant aux Freedmen, eh ben, c'est très peu joué, ça peut être intéressant pour compléter une liste, mais c'est quand même très très faible, ça a que 6 points de vie, ça encaisse rien, donc j'ai envie de dire, c'est presque 3 points gâchés, et on va préférer généralement essayer de rajouter une unité de non-combattante ou éventuellement un attachement sur une autre unité pour les rentabiliser. Mais il y a certainement moyen de les rentrer dans les listes, mais voilà. Mais la faiblesse, voilà, c'est leur faible point de vie, le fait qu'ils peuvent être détruits facilement, etc. Donc globalement, si on restait sur ces unités-là, ben, les deux unités, les piquiers et les maîtres d'armes, sont des unités intéressantes à suivre et qui peuvent faire très très mal. On va passer à la suite avec deux unités. Bon là vous les connaissez dans les autres factions, enfin sont accessibles aux autres factions puisqu'ils sont accessibles en neutre, mais là vous les avez en version entre guillemets Targaryen. On commence par les Stormcrow, les archers Stormcrow, donc ils se déplacent à 5, 4 plus pour tirer, ils tirent à 12, donc c'est bien, profil dégressif 7, 6, 4. Au corps à corps, bon bah c'est pas leur point fort forcément, c'est du 5 plus, 5D, 4, 3. Et puis en armure, là aussi, c'est pas leur point fort. 5 plus, 7 plus de morale, donc petite faiblesse là-dessus. Voilà. Et c'est une unité qui coûte 6 points. Voilà, c'est toujours des hachés qui sont intéressants à prendre. Et vous avez besoin d'une unité de tir, quelle que soit la faction, ça peut être intéressant de les prendre. D'autant plus que
L'arc long des mercenaires ont un bonus en fonction si vous avez une unité non combattante qui contrôle des zones spécifiques, vous avez un bonus. Donc par exemple la bourse vous donne fracasser, la lettre vous donne vous pouvez rendre le défenseur vulnérable, et l'épée vous pouvez relancer vos jets d'attaque. Donc mine de rien, c'est quand même des capacités qui peuvent être intéressantes, et puis encore une fois, par le fait que ça puisse tirer à 12, c'est quand même pas rien. On passe à côté aux mercenaires Stormcrow, qui eux valent 5 points, qui pour 5 points, 4 plus pour attaquer, profil dégressif 7, 5, 4, 4 plus d'armure, 7 plus de morale, un moral faible, et qui là encore, lorsque une unité amie non combattante prend le contrôle de la bourse, vous pouvez remplacer la zone, l'effet de la zone, par les mercenaires Stormcrow font une action d'attaque. Voilà, honnêtement, les mercenaires Stormcrow, là pour le coup, ils sont même, pour moi, ils sont moins intéressants. Après, il peut toujours être intéressant de les compléter, mais encore une fois, est-ce qu'on va pas préférer rajouter un NCU, rajouter un attachement, voilà, c'est à vous de voir. Mais là, clairement, voilà, les archers, ça peut toujours être utile. Je suis certain que dans les listes, il y a moyen de les inclure si vous avez besoin d'une unité de tir, mais on va voir que les Targaryens disposent aussi d'autres moyens de faire du tir. On va voir ça juste après. En suivant, donc on va commencer maintenant. On a vu les unités terrestres, on va dire. On va attaquer maintenant un petit peu la cavalerie et une unité monstre. La cavalerie avec les Blood Riders de Drogo. Alors ils ne peuvent, vous pouvez les jouer que si vous avez Khal Drogo dans votre armée. Donc ça voilà, c'est la petite limitation, mais en même temps c'est une unité qui vaut 8 points, donc une unité d'élite. Et pourquoi? Ben déjà ça se déplace à 6, c'est de la cavalerie, voilà. Et pour attaquer c'est du 3+, avec, comme c'est de la cavalerie, vous savez, 2 stats, donc 7 et 6, 3 plus d'armure, donc bien tanky, qui est capable de bien encaisser, un moral 1 5+, qui est quand même très confortable aussi, donc plutôt bon là encore. Ils ont un ordre, le cri de guerre. Vous ciblez une unité amie qui fait un test de morale, et si elle réussit, vous ciblez une unité ennemie qui se trouve à longue distance, elle devient paniquée et vulnérable. Donc c'est classique, hein, l'ordre de Warcry, vous l'avez dans d'autres unités, d'autres factions, assez classique, mais ça peut faire toujours très mal. Et puis comme je disais, c'est de la cavalerie, hein, ça a 3 points de vie par modèle, donc les 4, chacun a 3 points de vie, et puis bien sûr ça fait la manœuvre, donc une bonne mobilité, donc voilà, une bonne troupe capable de bien faire mal, de bien rentrer dedans, voilà, donc pour 8 points, ça les vaut, ça encaisse bien, ça fait très mal, ça bouge bien, donc quoi demander de plus? On passe à côté aux d'autres acquis Outriders, qui là aussi ils valent 6 points, et donc c'est une unité cavalerie également, qui elle peut tirer au corps à corps, peut tirer à distance et au corps à corps, à distance à courte portée, avec un profil de 4+, 7 et 4, et au corps à corps ensuite 4+, 5 et 4, 5+ d'armure, donc un peu faible en niveau résistance, 5+ de morale, donc du très bon moral là, pour les deux unités qu'on a vues, les Blood Riders de Drogo ou les Dothraki Blood Riders, donc très bon moral. Et donc la cavalerie, comme je disais, donc 3 points de vie, le fait de faire une manœuvre en début d'activation. Et ensuite, l'arc des Outriders, c'est que si cette unité ne fait pas d'action de manœuvre, ils peuvent faire leur attaque leur attaque de distance, donc de flèche, d'arc, se fait à +1 pour toucher, donc au lieu d'être du 4+, ça devient du 3+, et ça devient de la longue distance. Donc ça, c'est voilà, au lieu de faire la manœuvre, vous faites un tir à longue distance, et ben mine de rien, c'est plutôt pas mal. Et puis surtout parce que ça fait 7D, voilà, si vous engagez une unité, boum, à 12, vous faites 7D 3+, donc c'est pas ridicule du tout. Ensuite, on passe aux Dothraki Arcas, alors on vous précise que vous pouvez en avoir maximum 2 par unité, ce qui est déjà bien, liste, pardon, 2 par liste. C'est une unité qui coûte 5, donc pas cher du tout. Elle se déplace à 6, elle tape au corps à corps 3+, donc c'est une unité monstre, donc c'est un socle, hein, le socle d'un bloc. 3+ 6D, ce qui est pas rien non plus. 4+ d'armure, 4+ de morale, donc
armure très correcte, un moral très correct aussi, 4+, c'est très bien. Alors, on nous dit que cette unité a 6 points de vie, qu'elle fait une action de manœuvre comme de la cavalerie. Le point fort, c'est qu'en attaque, elle a en natif le côté vicieux, donc elle peut faire très mal à certaines unités. Et outflank, là c'est un peu comme toutes les unités qui outflank, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre en réserve en début de partie, et quand une unité amie prendra le cavalier, la cavalerie, vous pourrez la déployer à distance d'un bord de table, donc ça peut pas faire très mal et ça peut surprendre votre adversaire et ça peut créer une menace, donc il faudra qu'il gère ça. Alors ça n'a que 6 points de vie, mais ça a quand même 4+ d'armure, donc ça peut se permettre d'encaisser en général une attaque sur elle sans souci. On va passer ensuite à la suite, on continue avec des cavaliers également, avec les screamers d'Othraki, alors une unité qui pose débat dans la communauté des joueurs targaryens, mais qui quand même est quand même très correcte. Alors pourquoi? Parce qu'elle se déplace à 6, elle tape au corps à corps à 3+, profil dégressif 7-4, 5+ d'armure, un peu faiblard, 5+ de morale, c'est toujours correct, donc c'est de la cavalerie, là encore 3 points de vie par modèle et une manœuvre accessible. Et ils ont la charge furieuse, c'est que si une unité qui a été chargée avec succès devient vulnérable. Donc c'est plutôt pas mal, ça coûte 6 points, ça permet de compléter des listes. Donc c'est plutôt bien, même si effectivement on aura plutôt tendance à essayer de mettre plutôt des unités à 7 ou 8 pour compléter. Et après c'est à voir pour les unités non combattantes, les attachements et tout ce genre de choses. Voilà, d'où la complexité un petit peu de faire les listes, mais après quand on regarde un peu les listes Targaryens, on voit qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. On passe ensuite à une unité qui est beaucoup jouée dans les listes Targaryens, pour les avoir affrontés pas mal, c'est Jorah Mormont, donc une unité cavalerie que vous pouvez jouer à côté, enfin en unité simple, en unité solo. Donc alors il se déplace, donc il coûte que 3, il se déplace à 6, 3+ de 2D, 4+ d'armure, 4+ de morale, mais c'est pas pour le fait c'est pas sa capacité de taper qui est importante, c'est son ordre qui est très intéressant. C'est l'ouverture des scouts. Au début d'un tour ami, vous ciblez une unité ennemie qui est à longue distance. Jusqu'à la fin de ce tour, les unités amies qui attaquent cet ennemi peuvent relancer leur jet d'attaque et gagner précision, donc c'est quand même énorme. Vous ciblez une unité, vous savez que vous avez une voire 2 unités qui va pouvoir, même plutôt en général, vous allez plutôt essayer de faire en sorte qu'il y ait plutôt 2 unités amies pour leur rentrer dedans, comme on dit vulgairement, et bien voilà, vous lancez, et puis, ou même engagé avec l'unité de combat ennemie, et bien le fait de relancer les dés et précision, c'est quand même très fort. Et puis après, effectivement, comme je disais, c'est un cavalier solo, donc il a 3 points de blessure, il a une action de cavalerie comme les... Voilà, donc, mais la faiblesse, c'est que si votre adversaire a des moyens indirects de le cibler, voilà, une Mélisandre par exemple avec une boule de feu, un hôtel avec la catapulte, ça peut vite sauter, mais d'un autre côté, pour 3 points, voilà, l'ordre est quand même très fort, même si c'est qu'une fois par tour, vous ciblez quand même une unité, et il faut savoir que l'ordre, même si c'est une fois par tour, c'est valable jusqu'à la fin du tour sur l'unité en question, donc c'est ça qui est fort. Donc voilà, il y a moyen de bien comboter, comme qui dirait, et de faire très mal à votre adversaire avec juste cette capacité-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est beaucoup joué, d'ailleurs, Jorah Mormont. Ensuite, on passe au vétéran d'Othraki, là encore une unité qui est beaucoup jouée par les Targaryens. Alors elle coûte 8 points, mais parce qu'elle est très très forte. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'elle se déplace à 6, donc très bonne mobilité, c'est de la cavalerie en plus, donc mobilité supplémentaire. Ça peut tirer à courte distance à 4+, 7D4, au corps à corps 3+, 7D4. Ça encaisse sur du 5+, et ça un moral de 5+, donc très bon moral, et ça a 2 ordres qui sont plutôt très bien aussi. Après qu'une unité ennemie a fait une action d'attaque de mêlée sur cette unité, ça permet de battre en retraite, donc c'est plutôt très fort, ça évite de se faire éliminer d'un coup. Voilà, surtout qu'avec 5+, c'est assez fragile. Maintenant, ils ont un autre ordre qui est, après que cette unité a fait une action de manœuvre ou de retraite, ils peuvent faire une action d'attaque à distance. Donc là, ça peut être très fort. Ça peut se combiner avec l'ordre de retraite, justement, le précédent, le Swift Retraite. Vous faites un coup de fire derrière, et puis ça vous empêche pas, vous, à l'activation de
de votre figurine, de charger à nouveau l'unité qui vous a tapé dessus. Donc il y a moyen de faire très mal avec cette unité. Petit bémol, ça n'a pas beaucoup de points de vie. Enfin, ça l'encaisse mal plutôt, ça a des points de vie, mais ça encaisse mal, 5+, et puis ça n'a pas ni de fracassé et ce genre de choses. Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, vous allez voir avec les cartes de faction et les cartes des généraux, il y a moyen d'avoir des choses intéressantes là-dessus. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à parler des dragons. Et voilà, les dragons. Alors, les dragons, il y en a 3. Alors, ça nécessite d'avoir dans son armée Daenerys Targaryen. Donc, Daenerys, si vous connaissez la série, vous voyez de qui je parle. Les dragons, eh bien, ils font assez mal, ils font très peur. Ils sont pas intuables. Mais il faut savoir que très très bien joué, ça peut faire très mal et ça peut annihiler beaucoup de listes en face. Alors, pourquoi ? Alors, on va commencer par Drogon. Il se déplace à 6. Il a 2D à 2+, 4+ d'armure, 2+ de morale. Donc oui, vous les aurez pas au moral, sauf effets particuliers, etc. Mais ça sera assez rare que vous les ayez au moral. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, c'est quelque chose que vous avez sur tous les dragons. C'est juvénile dragon. Ils ont 8 points de vie. Ils ignorent les unités, les terrains quand ils font leurs manœuvres et quand ils marchent. Ça serait bien. En gros, ça passe au-dessus des unités. Oui, ça vole. Voilà, comme dans les fils, c'est des dragons, mine de rien. Donc, il faut que ça fasse peur. Et au début, et ensuite, alors, pour ce qui concerne Drogon, il a le Blackfire, le feu noir. Donc, il lui octroie vicieux. Et surtout, et là aussi, c'est pareil pour les autres dragons, l'effet de souffle. Donc, lui, c'est vicieux, mais c'est surtout que ça fait que quand il attaque, il ne peut pas y avoir de blocage. Et si sur les 2D il touche, donc il réussit au moins un 2+, plutôt que de lancer les dés, vous lui faites subir des 3 blessures, plus une blessure par chaque rang restant, à un ennemi qui se trouve un ennemi qui se trouve à courte distance peut être paniqué. Donc, on peut très bien faire sur deux unités. Une unité qui va se prendre le souffle et une unité côté qui va se prendre paniqué. Ça peut, dans les deux cas, ça peut être très fort. Donc là, vous voyez, ça peut comboter pas mal. Et ensuite, on continue avec Rhaegal. Pareil, alors lui, il donne vicieux et affaibli pour le souffle. Et enfin, Viserion, lui qui est donc vicieux également, et qui lui, il donne vulnérable à l'unité. Donc vous voyez, et tous les dragons coûtent 8 points. Donc vous pouvez faire une liste avec 3 dragons, mais sachez que vous avez 24 points qui vont partir dedans. Donc ça nécessite, si vous jouez Daenerys, de bien voir ce que vous allez mettre à côté, et puis surtout de bien voir quelles unités donc combattantes vous allez mettre. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les unités combattantes de la faction. Et bien, donc vous voyez, il y a de quoi faire, il y a de quoi proposer pas mal de listes différentes. Vous avez des listes avec principalement de la cavalerie, d'autres avec de l'infanterie, d'autres avec les dragons, et d'autres encore qui mixent un peu tout ça. Mais on va voir ça maintenant avec les factions pour avoir un peu plus d'explications là-dessus. Allez, on va attaquer donc les cartes de faction pour voir ce que nous proposent les cartes, on va dire la base des Targaryens. Alors, on a donc les 7 cartes avec, en commençant, Unstoppable avance inarrêtable. Quand une unité amie s'active à ce tour, vous pouvez ignorer les traits de terrain dangereux, bloquants, difficiles, etc. Vous détruisez les terrains qui ont le trait destructible, bien sûr, quand ça le passe à travers ou que ça termine à 1 de côté. Donc ça, c'est plutôt bien si votre adversaire a fait volontairement ou vous avez des lignes bloquées par des terrains de ce type. Donc c'est plutôt pratique, surtout avec de la cavalerie, de ne pas être bloqué par les terrains. C'est plutôt un plus. Autre effet de la carte que vous pouvez faire, c'est que au moment où vous faites une percée, donc une percée, on rappelle, c'est quand vous avez détruit une unité ennemie et que vous pouvez faire cette percée, et bien vous avez plus 3 au mouvement, et quand vous faites cette déplacement, donc c'est plutôt bien. Comme globalement vous avez vu c'était plutôt 6, donc plus 3, vous pouvez aller à 9 là où vous voulez en manœuvre, donc c'est plutôt très bien pour vous repositionner derrière.
Ensuite, on a le repositionnement swift, le repositionnement rapide, qui au début d'un tour, vous ciblez une unité à ami qui peut faire un shift de 2. Et si en plus vous contrôlez la cavalerie, ben, au lieu d'un shift de 2, c'est une manœuvre de 3. Donc c'est toujours sympathique pour se dégaler un petit peu, pour essayer d'avoir un flanc plutôt que d'être de face. Donc vous voyez, il y a des choses à faire avec. Ensuite, sudden retreat, une retraite soudaine. Après qu'un ennemi a fait une attaque de mêlée, vous pouvez faire en sorte que votre unité défenseur fasse une action de retraite. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet de protéger l'unité, ça permet aussi de repositionner l'unité ou de permettre à une unité qui n'avait pas été activée, par exemple, de faire une charge sur l'unité en question qui vous a attaqué juste avant. Donc il y a moyen de faire des trucs sympas. Ensuite, on a le overrun, overrun qui est plutôt pratique, situationnel, mais qui ne l'est pas tellement que ça finalement en targaryen, puisque ça a une très bonne puissance de frappe, et quand vous détruisez une unité ennemie, donc là c'est quand une unité amie fait une percée, là encore, au lieu de faire la percée, vous pouvez faire une action de charge, donc c'est très très bon en targaryen, puisque comme je vous dis, il y a une bonne force de frappe chez les targaryens, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir qui, comme ça, paraît situationnel, mais finalement ne l'est pas tellement, comme je viens de le dire, en targaryen. Et si en plus vous contrôlez la cavalerie, eh bien vous pouvez relancer votre distance de charge. Donc, que de demande de plus pour les targaryens. Ensuite, on a le Fire and Blood, quand une unité amie fait une action de charge, avant de lancer le dé de distance de charge, vous choisissez une parmi les choses possibles que je vais dire juste après, ou si vous contrôlez la cavalerie, sur le tableau diplomatique, vous en prenez 2. Alors, dans les options possibles, vous avez le fait de relancer la distance de charge, qui fait que si vous avez avec succès chargé votre adversaire, l'attaque de mêlée devient fracassée. Donc là, c'est très très bon. Lorsqu'on a vu les unités tout à l'heure, bien vous avez vu, il y avait moyen, c'est peut-être qui manquait, mais là, rajouter le fracassé, ça peut faire très très mal. C'est même en général ce que vous allez préférer prendre, sauf si vous êtes un peu loin en distance de charge, et là vous allez vouloir optimiser votre charge. Mais sinon, en premier truc, moi je conseille de le prendre le fracassé, ou si la charge est avec succès, vous pouvez choisir que l'attaque est vicieuse. Dans l'ordre, je préférais fracasser et ensuite je prendrais vicieux, mais si vous avez une unité qui en face est un peu plus faible en morale, vicieux peut aussi faire le café. Si d'autant plus l'unité est assez tanky, le vicieux peut faire plus mal finalement que l'attaque elle-même. Ensuite, on a le contrôle du terrain, field control, qui fait que lorsqu'une unité non combattante amie prend le contrôle de la cavalerie, vous pouvez à la place remplacer l'effet de la zone par une unité de combat ami fait une action de manœuvre ou de retraite avec un plus 1 pour plus 1 pour son action, décidément j'ai du mal, et l'unité devient en plus affaiblie. Et si par contre c'est une unité non combattante ennemie qui prend le contrôle de la cavalerie, vous pouvez forcer votre adversaire à remplacer l'effet de la zone par une unité de combat amie devient affaiblie et elle fait un shift de 3. Donc c'est très très fort pour me l'être pris plusieurs fois dans les dents, comme on dit vulgairement. Alors, c'est quelque chose qui... Je me le suis pris souvent, pour être franc avec vous, en début de partie. En début de partie, c'est pas si gênant que ça. Si vous arrivez à le placer au tour 2, tour 3, là pour le coup c'est plus gênant. Au tour 1, ça allait un peu moins. Alors ça empêche de faire quelques trucs, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est plutôt de le sortir au tour 2 ou au tour 3, au moment où votre adversaire veut être absolument sûr de vous faire le plus mal possible ou d'être attaqué, etc. Et du coup, ça peut protéger votre unité. Donc si j'ai un conseil, évitez de l'utiliser au tour 1. Ensuite, le Blood of the Dragon, une carte aussi qui est très intéressante parce qu'au début d'un tour, vous ciblez une unité de combat amie et vous l'attachez à cette carte jusqu'à la fin de la partie. Et à chaque fois qu'une unité amie a été détruite, vous mettez un ordre token sur cette unité. Et quand cet ordre a un token, un jeton sur elle, les attaques de mêlée de cette unité gagnent plus 1 dé et prennent moins 1 blessure pour les tests de panique ratés, donc c'est plutôt bien. Alors attention, c'est très bien, mais ça veut dire que vous partez du principe que vous avez perdu des unités. Alors maintenant, dans ce jeu-là, dans Assoif, dans Song of Ice and Fire, c'est souvent le cas.
Vous avez des unités finalement qu'on a vu qui n'étaient pas forcément très tanky à la base, qui n'étaient pas forcément très résistantes. Donc ça peut être utilisé, ça peut donner le petit coup de boost qui en milieu fin de partie peut être intéressant. Donc à utiliser vraiment tout de suite. Si vous l'avez, vous le mettez sur une unité, voilà. Bien entendu, vous le mettez, ne le mettez pas sur une unité qui va se faire allumer par votre adversaire en début de partie, ça n'a aucun intérêt non plus. Allez, donc voyons voir donc les généraux et les cartes associées disponibles pour la faction Targaryen. Alors on va commencer avec le général Barristan Selmy que nous voyons là maintenant. Alors il a donc déjà en termes de général, vous voyez qu'il a une capacité directe qui fait que après le déploiement, vous ciblez une unité ennemie et quand ça attaque ou ça charge cet ennemi, les attaques de mêlée de cette unité ont +1 au toucher et peuvent relancer leur distance de charge. Donc, qui n'est pas rien, qui est une bonne plus-value. Et en plus, les unités qui sont à courte distance de lui gagnent un bonus de +1 à leur test de morale, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Les cartes associées à ce général, on a la première, c'est combat prouesse. Quand un ennemi cible cette unité, cible une unité par une habilité ou par une carte tactique, on peut choisir un jeton de condition que l'unité a sur elle, de cet ennemi, et vous pouvez annuler l'effet de cette capacité ou cette carte tactique. Donc c'est plutôt intéressant, mais ça nécessite effectivement d'avoir un token, un jeton sur l'unité en question. Et sinon, au début d'un tour, vous ciblez une unité amie qui est en combat et vous pouvez enlever un jeton de condition qui est sur elle. Donc dans les deux cas, c'est conditionné au fait qu'il y ait un jeton ou pas, ou que l'unité ennemie est un jeton ou pas. Ça peut être pratique dans pas mal de situations. Maintenant, est-ce que ça ajoute vraiment une plus-value? Certainement. Voilà, voyons voir donc les autres cartes ensuite associées à Barristan Selmy. Alors, on a la Legendary Boldness, qui est au début d'un tour, vous ciblez l'unité de Barristan et que vous lui attachez cette carte jusqu'à la fin du round. Et tant qu'elle est attachée, quand cette unité passe un test de panique, tous les ennemis qui sont à courte distance deviennent paniqués. Et si cette unité venait à être détruite, votre adversaire gagne un point de victoire supplémentaire. Et quand cette carte a été enlevée, si cette unité est engagée, gagner un point de victoire. Voilà. Voilà. Et la deuxième chose, c'est vous pouvez piocher une carte tactique. C'est très conditionnel, alors j'aime pas ce type de carte. Alors pourquoi? Alors on va vous dire oui, vous pouvez gagner un point de victoire, mais parce que ça offre une possibilité à votre adversaire sur des tricks ou sur des conditions ou dans la bataille de gagner des points de victoire aussi. Voilà, c'est pas, je trouve pas exceptionnel. Ensuite, l'effet de la carte qui fait de rendre paniqué à courte distance, c'est quand même très situationnel. C'est à utiliser si vous avez au moins 2 unités adverses à proximité. Donc c'est quand même très conditionnel, très conditionné, et voilà, personnellement je suis pas fan de ce type de carte encore une fois. Ensuite on va passer à la troisième, Victory Comes Hard, la victoire fait dans la difficulté. Après qu'une unité amie réussit un test de panique, vous lui attachez cette carte jusqu'à ce que celle-ci rate un test de panique, et tant qu'elle est attachée, les attaques de mêlée de l'unité gagnent Sundering, donc fracassée, et quand cette carte est enlevée, cette unité devient affaiblie et vulnérable. Alors là encore, c'est pareil, c'est très fort de rajouter le fracassé. La condition de rager un test de panique, ça peut arriver assez souvent, surtout en Targaryen, enfin tout dépend bien sûr de l'unité en question, mais ça peut arriver facilement. Et puis le fait de la condition, c'est une fois que la carte est perdue, vous devenez affaibli et vulnérable, c'est donner une possibilité à votre adversaire de frapper fort votre unité, ce qui n'est pas la résistance des unités targaryennes, c'est pas leur point fort. Donc là, c'est vous rajoutez une faiblesse supplémentaire à votre unité. Donc là encore, je ne suis pas très fan de ce type de carte. Même si ça donne un gros bonus, ça donne un gros malus une fois que l'effet est fait. Maintenant, c'est quand même la force des Targaryens de taper fort et de frapper vite et fort. Donc, pourquoi pas. Mais
voilà, là vous voyez ça fait quand même 2 cartes, on va avoir la 4e, mais ça fait quand même 2 cartes du général que sur lequel je suis pas très fan. Ensuite, Sustain Assaut en dernière carte. Donc, on vous dit que, avant toute chose, c'est que vous enlevez la carte Sudden Retreat, donc on a vu un petit peu avant, parmi les cartes de la faction, vous l'enlevez et vous mettez cette carte à la place. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette carte-là? Donc, Sustain Assaut, quand une unité amie fait une attaque de mêlée, avant de lancer le jet d'attaque, si cette unité avait commencé le tour engagé avec le défenseur, avec cette unité-là opposée, vous attaquez avec la valeur d'attaque la plus forte, pardon. Et si c'est en plus c'était l'unité de Baristan, l'unité devient vulnérable. Donc c'est quand même très conditionnel. Et puis, comme vous avez vu un peu les unités d'infanterie ou même de cavalerie disponibles pour les Targaryens, si vous restez englué sur une unité ennemie, c'est généralement assez mauvais signe pour vous. Après, il y a toujours des cas particuliers, mais en global, là encore, c'est une carte qui, à mon sens, est presque perdue pour les Targaryens. Alors, il y aura toujours des cas où ce sera utile, bien entendu, mais à mon sens, vous voyez, il y a 2, voire 3 cartes de Baristan en tant que général qui ne sont pas folichon. Et puis, le Knight niveau de Baristan, donc sur la carte, celle qui te permet de rajouter +1 au toucher dans l'ancienne de charge, est quand même pratique, situationnel, mais ça donne pas non plus un bonus dans la bataille qui est quand même qui va faire vraiment la différence. Voilà, à mon sens sur Baristan, je suis pas fan de ce général. On va passer ensuite au général suivant, qui va être le Belvas. Voilà, Belvas qui lui a un ordre, le taunt, c'est quand un ennemi à courte distance s'active, cet ennemi doit faire un test de morale, et s'il le rate, il doit faire une action de charge sur cette unité. Donc intéressant à faire bien sûr sur les unités de lanciers notamment, pour avoir la contre-attaque entre guillemets, et le fait de pouvoir faire une attaque avant. Voilà, donc il a ensuite en natif par contre il a Harden, leur résistance là. À chaque fois que cette unité fait une attaque, quand une ennemie fait une attaque sur cette unité, après avoir lancé les dés de défense, cette unité bloque plus une touche et plus une touche par rang détruit de cette unité. Donc voilà, c'est une bonne combo déjà en soi. L'ordre plus le hardened fait que voilà, vous allez mettre sur une unité tanky. Alors on précise que c'est un général qui à pied au même titre que Belvas, si je ne me trompe pas. Alors, attendez, je vais revenir sur Belvas 30 secondes pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. C'était effectivement piéton, autant pour moi. Alors ensuite il a donc Belvas, il a également 4 cartes. On verra celle qu'on enlève. Donc on va commencer par Count the Cuts. Donc après qu'un ennemi a fait une action de mêlée, et si ils ont détruit un rang, vous ciblez le défenseur. Vous ciblez le défenseur, vous lui attachez cette carte, et jusqu'à ce qu'elle détruise un ennemi avec une attaque. Et quand cette carte a été enlevée, vous gagnez un point de victoire. Donc là, pour le coup, c'est plutôt très bon. Voilà, vous avez perdu un rang, vous le mettez sur une unité qui va peut-être attaquer à l'activation suivante, ou une autre, bien entendu, et ça vous permet de gagner un point de victoire si vous détruisez une unité adverse. Un point de victoire, c'est toujours bon sur les 10 que vous devez récupérer pour gagner la partie, n'oublions pas. Autre effet de la carte, c'est quand vous l'avez attaché, cette unité ne pourra pas récupérer de blessures, donc pas de soigner, donc ça c'est plutôt un peu embêtant. Mais par contre, ils gagnent plus de leur test de morale, et leurs attaques de mêlée se font toujours avec la valeur la plus haute. Donc ça c'est plutôt bien. Et votre adversaire gagne un point de victoire à chaque fois qu'il est détruit, un point de victoire à chaque fois quand l'unité est détruite par. C'est bien, c'est un peu plus dur que ce qu'on avait vu tout à l'heure, la carte de Baristan qui faisait gagner un point de victoire, mais c'est quand même dangereux, parce que si vous avez une unité en face
qui est capable de faire de gros dégâts ou qui est capable de passer outre la défense, hein. Je pense par exemple aux géants, aux mammouths, eh bien votre unité peut se trouver très vite à mal et offrir un point de victoire à votre adversaire. Donc à utiliser en faisant très attention, et clairement Belvas en tant que général, là de ce qu'on peut voir, c'est clairement vous ne le mettrez pas en général tout le temps, et surtout ça sera dépendant de vos adversaires et de la faction que vous aurez en face. Ensuite, deuxième carte, on a Expert Paris, quand une unité ennemie a fait une action de mêlée, après avoir lancé les jets de défense. Pour chaque jet bloqué, pour chaque débloqué, l'attaquant subit une touche, et si en plus c'était l'unité de Belvas, l'attaquant subit -1 à ses dés de défense pour contrer justement les touches qu'il va se prendre sur l'attaque. Donc c'est toujours intéressant, ça peut surprendre votre adversaire aussi s'il n'a pas conscience de ce que peut faire Belvas. Ça peut être une bonne plus-value pour lui faire mal, et imaginez, vous avez réussi à bloquer 4 touches, vous lui mettez 4 touches sur lui, et puis en plus si vous avez la possibilité de réduire sa défense à -1, même sur des bonnes armures, potentiellement vous allez lui faire au moins 1 ou 2 blessures faciles. Donc ça peut être un bon complément, un bon moyen de commencer et d'entamer une unité adverse. Ensuite, Gundying, donc la bonne mort, quand une unité amie de cavalerie ou infanterie a été détruite, avant d'être enlevée, vous pouvez faire une action c'est assez classique, hein, vous pouvez faire une action d'attaque avec la valeur de dés la plus faible, et si ça cible en plus une unité de Belvas, et vous avez +2 d'attaque. Alors si c'est une unité de Belvas, c'est mal barré, ça veut dire que déjà vous êtes en train de perdre l'unité, donc c'est déjà mal barré. Alors c'est un petit plus pour essayer de compenser un peu, mais en général c'est mal barré pour vous. Et si l'attaque détruit le défenseur, l'unité amie n'est pas détruite, mais reste en jeu avec un point de blessure, avec un point de vie en gros sur la table. Donc voilà, encore une fois, ça c'est toujours intéressant, c'est toujours la même carte, hein, c'est la carte de survie qui existe aussi pour Jon Snow par exemple en Nightwatch. Ensuite, on passe à la dernière carte. Donc, la dernière carte, on nous le dit, c'est au début du jeu, vous enlevez la carte Field Control parmi les cartes de faction et vous remplacez par cette carte-là, Pathetic Attempt. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que quand une unité amie passe un test de panique, après avoir été attaqué, l'attaquant devient paniqué, donc ça c'est toujours intéressant. Et si en plus le défenseur était l'unité de Belvas, l'attaquant subit également une blessure pour chaque rang, une blessure, donc c'est-à-dire automatique, une perte automatique de points de vie de votre adversaire pour chaque rang restant de votre défenseur, donc maximum 3, puisqu'on rappelle que Belvas c'est de l'infanterie. Donc voilà, donc somme toute un général infanterie qui est plutôt bien. Voilà, alors après à faire attention avec Count the Coats, la première carte du général, mais pour le reste, les 3 autres sont largement jouables et utiles en partie. Ça peut faire la différence, voilà, et puis surtout que ça peut cibler, les cartes sont ciblées aussi bien pour les unités cavalerie que infanterie, et ça c'est important puisque vous avez pu voir qu'en termes d'unités, le choix, vous allez plutôt aller en général sur de la cavalerie, donc à voir. Mais n'oubliez pas que si vous avez Belvas, il vous faudra une unité d'infanterie obligatoirement. On va passer ensuite au 3e général, qui est un général que vous devez connaître, Daario Naerys, que vous connaissez comme étant une figurine d'une boîte héros neutre, mais là donc qui a l'affiliation Targaryen. Alors qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Alors un bon général, il fait que cette unité dans lequel vous mettez Daario, en sachant que c'est de l'infanterie, devient une unité de Stormcrow, et en natif, il fait que quand vous contrôlez la bourse, les attaques de mêlée de cette unité gagnent fracassé, et vous lancez automatiquement toujours la valeur la plus haute de votre jet d'attaque. Autre effet, motivé par l'argent, on va dire ça comme ça, à chaque fois qu'un NCU ami prend la bourse, vous pouvez remplacer l'effet de cette zone par l'unité de Daario fait une action d'attaque. C'est toujours pratique si vous êtes encore à corps. Après,
je reste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si vos unités restent engluées au corps à corps, en général, c'est pas bon signe pour vous. Donc, faites-le à bon escient. Après, en sachant que c'est du natif, donc c'est toujours bon à prendre malgré tout. Première carte de ce deck, alors c'est une carte qui vous fait remplacer dans votre carte de faction Fire and Blood, et vous le remplacez par cette carte-là, donc c'est Hasty Offense. C'est au début d'un round, vous ciblez une unité de combat amie, cette unité peut faire une action d'attaque, c'est toujours intéressant de faire ça, c'est une attaque gratuite. Et c'est toujours bien, surtout en Targaryen, où comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir tendance plutôt à vouloir taper fort, frapper vite, et limiter très vite des unités ennemies. Donc vous voyez, c'est un bon moyen de faire une attaque facile. Et en plus, mais par contre, voilà, une fois que votre attaque est faite, votre adversaire peut activer une unité non combattante. Donc ça veut dire qu'il va activer une unité non combattante et il va encore avoir une activation derrière. Donc en gros, il va jouer 2 fois. Donc à vous à le faire consciencieusement. Ça peut être intéressant de le faire en fin de round quand votre adversaire a plus grand chose à faire ou qu'il a déjà activé tous ses NCE, quel cas il perd ce bonus de pouvoir faire 2 activations derrière. Donc à jouer intelligemment, il y a moyen de faire des petits tricks, des petits combos intéressants juste avec cette carte-là. On passe ensuite à Reckless Strike, qui nous dit que quand une unité de combat ami fait une action de mêlée avant de lancer les dés d'attaque, l'attaque gagne critique, frappe critique et précision. Et par contre, vous subissez une blessure pour chaque dé de valeur de 1. Donc autant dire que vous le faites généralement lorsque vous pouvez relancer vos dés d'attaque pour limiter cet effet de blessure auto sur des 1. Et si en plus cette unité était une unité Stormcrow, vous attaquez avec la valeur la plus faible. Donc bonne carte, effectivement. Gagner, mettre critique, coup critique et précision dans une attaque, c'est toujours bon. Ça peut surprendre et ça peut faire mal, et ça peut surtout, grâce à la précision, passer outre les armures de votre adversaire. Donc vous jouez par exemple sur du Baratheon, voilà, il va faire la tronche quand vous allez jouer cette carte là, en espérant bien sûr que les dés soient avec vous, bien entendu. On passe ensuite à la carte suivante, Sellsword Bravado. C'est au début d'un tour ami, vous ciblez une unité de combat ami, cette unité fait un test de morale, et si cette unité Stormcrow, elle gagne plus de sur le jet. Et si ça réussit, vous ciblez une unité ennemie qui se trouve à longue distance maximum de l'unité qui a fait le test. L'unité devient paniquée et affaiblie. C'est toujours bien. Alors on aurait préféré, je pense, avoir le vulnérable, mais néanmoins, paniqué et affaibli, c'est toujours bon à prendre, et c'est quand même des conditions token, des jetons de conditions qu'on met sur votre adversaire. Donc comme on dit, on ne va pas se priver. Ensuite, on a la dernière carte pour ce général, le Sellsword Négociation, qui lui se fait lorsque un NCU ami va prendre le contrôle d'une zone sur le plateau tactique. On remplace la zone d'effet est remplacée par jusqu'à la fin du round. Vous pouvez pas contrôler la bourse, mais par contre, non, vous êtes considéré comme contrôler la bourse, pardon, et vous soignez 2 blessures à une unité amie, et si en plus ça ciblé une unité Stormcrow, vous ciblez une blessure de plus, donc ça fait 3 blessures récupérées. C'est toujours bon d'avoir du soin en Targaryen, comme je dis, c'est pas non plus le point le plus fort, ce qui est la résistance, la résilience des unités targaryennes. Donc voilà, avoir une carte comme ça, en complément des cartes qui frappent fort, je pense que c'est un bon général de mêlée. Si vous avez une optique de corps à corps, ça peut faire le café, et puis surtout c'est des attaques de mêlée de manière générale, donc vous pouvez l'utiliser aussi sur vos attaques de cavalerie. Donc voilà, en sachant que Daario, je ne le vois pas beaucoup sur les listes Targaryens, en tout cas ceux que j'affronte. Là pour le coup, pas ce qu'il est capable de faire. Je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes surprises avec ça. On va passer au général suivant, qui va être une figure emblématique, si vous avez vu les séries, la série Games of Thrones, donc Daenerys Targaryen. Cette fois-ci, c'est la mère des dragons, et donc comme son nom l'indique, vous allez jouer les dragons avec elle. Alors pourquoi ?
On va voir ça tout de suite. Alors déjà sur la carte en elle-même, sur le général en elle-même, donc c'est une unité donc, piéton, donc il faudra l'inclure dans une de vos unités à pied. Mais donc ça marque la chose suivante, c'est que si jamais elle est détruite, votre opposant gagne 2 points de victoire. Donc là, attention, laissez-la plutôt en retrait, et puis si vous voyez une unité arriver vers vous, quelle que soit l'unité dans laquelle vous l'avez mis, attendez-vous à ce qu'elle vous fasse des petits tricks pour essayer de vous l'éliminer, parce que gagner 2 points sur 10, c'est quand même pas rien. Voilà. Puis si en plus vous êtes un scénario où vous allez pouvoir marquer de part et d'autre assez facilement des points de victoire, ça peut faire la différence. Voilà, au final, ça peut vous faire perdre ou gagner la partie. Ensuite, la mer des dragons, c'est la chose suivante, c'est une fois par partie, au début d'un tour, vous pouvez chercher dans vos cartes tactiques et même dans votre défausse, une des cartes de commandement, donc une des 4 cartes qu'on va regarder, et l'ajouter à votre main, et bien sûr vous mélangez votre tas de cartes tactiques, ça c'est la moindre des choses. Alors, la première carte, c'est Dracarys, et on vous dit qu'en fait, au début de la partie, vous enlevez Overrun, et vous le mettez par cette carte. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand l'unité de Daenerys s'active, c'est fait que à la place d'activer l'unité de Daenerys, vous activez une unité Drogon, Rhaegal ou Viserion, donc autant dire les dragons, qui se trouveraient à courte distance, et ils peuvent faire une action de mêlée. Alors attention, ça veut dire que il est déjà engagé, ça veut dire que vous avez Daenerys, l'unité Daenerys, pardon, pas loin du dragon, donc il faut voir, ça nécessite un petit peu de préparation pour pouvoir la jouer correctement. Ensuite, deuxième carte, c'est Dragon's Flight, qui vous permet, lorsqu'un ennemi finit un mouvement à courte distance de l'unité de Daenerys, vous ciblez une unité dragon. Alors, je ne vais pas les citer tout le temps, hein. Vous savez, il y a Drogon, Rhaegal et Viserion, donc les 3 dragons, donc ils sont cités à chaque fois. Et cette unité fait une action de manœuvre. Alors, si c'est cité aussi, ça veut dire que peut-être à l'avenir, on aura d'autres dragons, qui sait, puisqu'il y a vous savez, il y a la série de dragons où il y a une pléthore de dragons, enfin en tout cas il y en a quelques-uns qui apparaissent, et puis si vous connaissez les livres, vous savez qu'il y en a plus d'un qui sont dans les livres, donc voilà, c'est peut-être pour ça que c'est précisé, voilà, et qu'à l'avenir il y aura d'autres dragons, ce qu'on espère bien sûr. En tout cas, je pense que les joueurs targaryens espèrent ça énormément. Ensuite, on continue avec donc faire une action de manœuvre supplémentaire pour les dragons, c'est toujours bien pour se positionner, pour aller se mettre de flanc, se mettre de dos, c'est intéressant. Ensuite, troisième carte Fire, mettre de flèche, c'est quand un ennemi attaque un ami dragon, donc parmi les 3 que j'ai cités tout à l'heure, avant de lancer les jets de défense, le défenseur subit simplement une blessure pour chaque touche non bloquée. Donc là, c'est toujours bien pour la résistance des dragons, pour éviter qu'ils tombent trop vite. Allez, passons à la dernière carte de Daenerys, Promise of Fire, que vous pouvez utiliser lorsqu'une unité non combattante ennemie s'active. Et si celle-ci prend possession d'une zone sur le tableau tactique, vous pouvez attacher cette carte à une unité de combat ennemie, et ce faisant, elle fait un test de panique. Si elle est détruite par ça, ou qu'elle est détruite par un des 3 dragons de Daenerys, vous gagnez un point de victoire. En revanche, si un des 3 dragons est détruit, on enlève cette carte et votre adversaire gagne un point de victoire. Alors, tuer un dragon, alors, pour le coup, c'est une bonne carte. Maintenant, attention, si vous jouez les 3 dragons ou un des dragons et que ce dragon est déjà entamé, ou vous savez qu'il va se faire attaquer par votre adversaire, vous avez intérêt à faire en sorte que la résolution de cette carte se fasse avant de perdre votre dragon. Voilà, donc attention à l'utilisation, ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Là encore, je ne suis pas un fanatique des cartes qui donnent la possibilité à votre adversaire de gagner ce point. Alors vous allez me dire c'est que un point, mais encore une fois, ça peut faire toutes les différences dans des parties de tournoi ou compétitifs comme on dit. Après sur du casu, peu importe, hein.
Alors, ensuite, on va passer au commandant suivant. On va passer à Grey Worm, qui est également un commandant piéton. Alors, lui, il a deux capacités natives. Une capacité qui est utilisable aussi bien pour les attaques à distance que pour les attaques de combat. Boldness, courage. À chaque fois que cette unité attaque, s'il a plein rang, il gagne +1 dé d'attaque. Et si ce n'est pas le cas, il a +1, il est considéré avec un rang au-dessus. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Deuxième chose, la contre-attaque, qui est très bien aussi, qui est chaque fois que cette unité est attaquée, et pour chaque raté, l'unité attaquante subit une touche. Donc ça, c'est plutôt très bien. Donc là encore, vous allez vouloir le mettre dans des unités qui sont plutôt très résistantes, qui vont bien tanker, comme les piquiers, comme les Unsullied de manière générale, que ce soit les piquiers ou les maîtres d'armes, dans les deux cas, ils sont plutôt bons. Préférence peut-être quand même pour les piquiers, quitte à l'attacher là-dedans. Dans les cartes qu'il a, là aussi 4 cartes, avec une carte que l'on va voir après qui enlève, en l'occurrence, Blood of the Dragon. On va en parler juste après, une très bonne carte d'ailleurs, mais on va justement le voir après, comme je disais. Alors, on va commencer par la première carte de Grey Worm, Battle Endurance. Et au début d'un tour, vous attachez cette carte à une unité de combat ami jusqu'à la fin de la partie. Et tant que cette carte est attachée, l'unité gagne en fonction du nombre de tours. Ce qu'elle gagne, c'est cumulatif, un peu comme les Stag Knight chez les Baratheons. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait sur si c'est le 3e tour, ça relance les ratés, donc c'est plutôt bien. Le 4e tour, ça donne fracassé. 5e tour, coup critique. Et le dernier tour, le 6e, vous avez plus de dés d'attaque. Donc, voilà, c'est toujours une bonne carte et à utiliser sans abus, vous pouvez y aller tranquillement. Ensuite, deuxième carte, issue commande, qui s'utilise lorsque vous activez l'unité du commandant. Et là, à la fin, au lieu d'activer cette unité, vous pouvez cibler une unité amie qui se trouve à longue distance, et elle peut faire une attaque ou une action de charge, qui est très bien pour du Targaryen, comme je vous le dis. Vous allez vouloir frapper fort, vous allez vouloir rentrer dans le tas de vos adversaires, donc quoi de mieux que de donner une option supplémentaire d'attaque, notamment si c'est l'unité de votre commandant est engluée, ou en tout cas ou bloque un point de victoire, un point de l'objectif, un objectif. Donc du coup, vous allez peut-être vouloir préférer une unité qui se trouve à longue distance et l'activer plutôt que de faire bouger le commandant qui vous ferait perdre un point de victoire en quittant concrètement l'objectif sur lequel vous êtes. Sinon, deuxième effet de la carte, si c'est pas sur le commandant, vous ciblez une unité de combat amie, vous pouvez lui enlever enlever un ordre token de l'unité. Vous pouvez à nouveau utiliser l'ordre. Concrètement, ça veut dire que vous avez déjà utilisé l'ordre d'une de vos unités, vous faites en sorte que cet ordre soit à nouveau utilisable. Donc ça peut être très fort, à condition bien sûr que vous ayez des unités qui aient des ordres et des ordres intéressants à utiliser. Voilà, donc situationnel peut-être, mais très fort quand même, parce que si vous avez des unités avec des ordres, c'est que vous allez pouvoir faire des choses intéressantes sur le champ de bataille. On passe ensuite à la troisième carte, la Shout. Donc c'est celle-ci qui au début de partie va vous faire enlever Blood of the Dragon dans vos cartes tactiques de base de la faction, donc on a vu tout à l'heure en début de vidéo. Et donc ça fait la chose suivante: quand une unité ennemie a fini son action d'attaque, le défenseur, et si le défenseur n'a pas été détruit, l'attaquant subit 2 blessures pour chaque rang du rang défenseur par rang détruit chez le défenseur. Et si le défenseur était en plus l'unité de Grey Worm, l'attaquant devient vulnérable. Donc ça, c'est un effet de carte, la Shout, que vous avez aussi chez les Stark notamment. Vous avez une carte qui fait la même chose. Donc très bonne carte, ça peut surprendre là encore. Ça peut faire les dommages qui manquent pour détruire une unité, ça peut entamer. Et puis surtout, c'est comme ça fait des blessures auto, et ben ça ignore l'armure de l'unité de votre adversaire, de votre partenaire de jeu. Donc c'est toujours intéressant à prendre, et c'est bon aussi pour le moral de se dire, bah, tu m'as fait mal, mais à côté de ça, je te mets 2 ou 4 blessures sur la figure, voilà. Donc, et 4 blessures, vous le savez, sur une unité d'infanterie, ça veut dire un rang, donc c'est toujours bien et intéressant à prendre.
Ensuite, dernière carte de Grey Worm, on a Rétribution du Dragon. Vous faites, lorsqu'une unité amie a été détruite par une attaque ennemie, vous ciblez cet ennemi et vous lui attachez cette carte jusqu'à la fin de la partie, et tant que c'est attaché, quand cet ennemi sera détruit, vous gagnez un point de victoire en plus. Et quand cet ennemi a été attaqué, et si c'est l'unité de Grey Worm, à courte distance, l'unité devient vulnérable. Donc c'est une bonne combo, très conditionnelle quand même, la spécificité qu'on dit Grey Worm, l'unité Grey Worm à côté, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est un point de victoire qu'on peut gagner facilement. Et contrairement à d'autres cartes qu'on a pu voir un petit peu avant, ça ne fait pas gagner un point de victoire à votre adversaire s'il arrive, il n'y a pas de condition de point de victoire pour votre adversaire sur ces cartes-là. Voilà pour Grey Worm, donc un général qui me semble plutôt très intéressant. Voilà, à vous de me dire si vous le jouez ou pas, mais je l'ai vu assez souvent jouer là en Targaryen pour savoir qu'il est assez efficace. On passe ensuite au général suivant, à Jorah Mormont, qui est lui un général cavalier, qui aura en capacité embuscade, embouche. Les ennemis qui sont attaqués avec succès, chargés avec succès sur le flanc ou sur le dos, deviennent paniqués et vulnérables. Et autre effet, il a en natif Suborn Ténacité. À chaque fois que cette unité passe un test de panique, l'ennemi qui est dans lequel il est engagé subit une blessure. Alors à mon sens, c'est pas des capacités extraordinaires. Alors le fait de pouvoir donner paniqué et affaibli, c'est très bien. Maintenant, si votre adversaire connaît votre général et sait de ce qu'il est capable de faire, il va essayer de lui montrer, il va éviter de le prendre trop de flanc ou rester face à lui. Alors vous allez dire c'est de la cavalerie, donc il a la manœuvre gratuite et il peut se positionner assez facilement. Maintenant, voilà, paniquer, affaibli, c'est pas le meilleur, mais c'est toujours bon à prendre. Et puis le fait de faire une unité réussir un test de panique et de faire que cet ennemi fait une blessure, c'est bien. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, et je reste persuadé que garder une unité de combat engluée au corps à corps, c'est souvent pas à l'avantage du Targaryen. Même si des fois, notamment avec les Unsealed, on arrive à faire des choses, mais à mon sens, rester englué au corps à corps, c'est pas bon pour le Targaryen. Il va pas aimer rester au corps à corps. Ensuite, première carte de Jorah Mormont, vous avez Betrayal, donc trahison. Quand un NCU, une unité non combattante amie, prend possession d'une zone, vous pouvez la remplacer par vous gagnez un point de victoire, vous piochez une carte tactique et vous récupérez 3 points de vie sur l'unité de Jorah Mormont. Et ensuite, cette carte peut attacher cette carte à une de vos unités de combat, et tant que c'est attaché avec cette unité, celle-ci subit une blessure, et quand elles sont détruites, votre adversaire gagne un point de victoire. Donc c'est bien, mais clairement, vous voyez, c'est une carte que je jouerai en 4, 5, 6e tour, éventuellement, 5, 6 éventuellement, pour faire le petit point supplémentaire qui ferait gagner la partie, ou qui ferait passer le point qui vous permettrait de passer en fin de tour à 10. Donc vous savez que c'est 10 bien sûr qu'il faut pour gagner la partie. Donc le point sur lequel en fait il ne pourrait pas agir sur le point de victoire en dernier. Donc je pense qu'il y a des tricks à faire dessus. Donc vous savez que vous allez gagner 2 points. C'est la dernière activation, une des dernières activations. Vous gardez votre dernier NCU à jouer. Vous le faites, vous marquez le point, vous êtes à 8, c'est la fin du tour, boum, vous avez gagné 2 points, vous passez à 10. Et là votre adversaire ne peut rien faire, ne peut rien vous dire. Vous avez gagné la partie, et voilà. Et peut-être que votre adversaire se disait oui, ça va passer à 9, et bien non, vous faites le point qui fait que ça passe à 10, et comme ça, fin de l'histoire, vous avez gagné. Donc vous voyez, il y a quand même des choses à faire avec cette carte-là. Voilà, à condition bien entendu, comme à chaque fois, de l'utiliser correctement et à bon escient. Ensuite, on a la manœuvre Feinting Maneuver, la manœuvre feinte. Vous ciblez une unité amie qui a réussi une charge. Si cette unité a été engagée de front, vous faites en sorte qu'en fait elle soit alignée sur le flanc de cet ennemi. Donc ce qui est plutôt pas mal, puisque ça combote bien avec la capacité de Jorah Mormont, qui fait que si on attaque de flanc, eh bien on rend paniqué et affaibli.
Et si en revanche c'était sur le flanc, eh bien ça va sur le dos. Donc c'est très fort. Alors il y a la même type de carte qui existe chez la commandante Mormon qui fait la même chose, mais c'est de l'infanterie, c'est pas de la cavalerie. Mais voilà, donc c'est une carte qui est quand même très forte, surtout si vous utilisez des unités cavalerie. En revanche, j'ai oublié de le dire, cette carte-là vous oblige à enlever Overrun de votre carte tactique de base et vous mettez ça à la place. Troisième carte de Jorah Mormont, c'est Marshal, et ça fait que quand une unité non engagée de cavalerie s'active chez vous, dans vos unités à vous, vous faites qu'une fois par tour, si cette unité devrait faire une action de manœuvre à la place, vous pouvez faire que elle se soigne 2-3 points de blessure et enlever un condition token. Ça existe aussi en Stark, je crois que c'est Brendan Tully, le commandant cavalier des Stark, qui permet de faire ça aussi. Ensuite, on a la quatrième carte, donc opportuniste, c'est le cas de le dire. Quand une unité amie fait une action de mêlée, et avant de lancer les dés d'attaque, si le défenseur n'avait pas été activé à ce tour, vous pouvez relancer vos attaques, et en plus vous gagnez précision et vicieux. Et si en plus vous gagnez précision ou vicieux, pardon, et si en plus c'était l'unité de Jorah Mormont, eh bien vous gagnez les deux à la place, donc c'est plutôt très très fort. Alors en général vous allez plutôt en fonction de si vous avez une unité forte en armure, vous allez préférer prendre précision. Si c'est une unité qui est un peu faible en morale, eh bien vous allez plutôt prendre vicieux pour optimiser éventuellement avec le paniqué, si vous avez réussi à lui mettre le paniqué. Donc voilà, c'est une bonne carte à jouer. Donc Jorah Mormont, à mon sens, voilà, il a de très bonnes cartes de tactique en tant que commandant, en tant que capacité spécifique commandant. C'est un peu moins bon à mon goût, à mon sens, mais je pense vous pourriez essayer de le jouer en Targaryen. Enfin, bien entendu, après il faut voir les listes à faire, mais à mon sens, c'est pas un général si mauvais que cela, et si mauvais qu'on peut l'entendre. Mais on va voir ça, on verra ça en fin de vidéo. Enfin, on va passer au dernier général, et celui qu'on voit le plus souvent actuellement dans les listes Targaryen. C'est un commandant cavalier et emblématique, c'est Khal Drogo. Alors pourquoi il est si joué? Eh bien parce que déjà la première capacité qu'il a, c'est expert duelliste, et à chaque fois qu'il fait une action de mêlée, avant de lancer les jets d'attaque, vous choisissez soit de faire une blessure en plus, donc c'est direct une blessure à votre adversaire, soit vous ciblez un attachement infanterie, donc ça peut être un général ennemi. À partir du moment où c'est de l'infanterie, bien entendu, dans l'unité de défense, vous faites un dé, vous lancez un dé, pardon, et si vous faites 3+, vous détruisez cet attachement, donc c'est très très fort. C'est un anti-commandant direct, donc voilà, c'est quelque chose moi en tant que Nightwatch, et on joue des listes avec quelques attachements, je haïs au plus haut point, et je réfléchis mon positionnement de départ systématiquement, quand je suis opposé bien sûr à Khal Drogo en tant que général, à savoir où les placer pour essayer de me le prendre dans la figure le plus tard possible. Voilà, ça c'est la petite note de joueur, d'adversaire Targaryen. Voilà. Et l'autre effet, l'autre capacité qu'a Khal Drogo, et qui est très fort aussi, c'est que l'unité a +1 à ses jets de panique, et aussi -1 de blessure pour les jets de panique ratés, donc ce qui fait que ça rajoute un peu de résistance aux unités Khal Drogo. Et comme vous le savez, la polémique actuelle, c'est Khal Drogo dans les Flymen. C'est pas très fluff, mais c'est tellement efficace quand vous le prenez sur la figure. Voilà, après c'est quand même 8 points, hein, les Flymen. Mais bon, voilà, ça c'est un autre débat, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Les cartes de Khal Drogo, alors vous avez également 4 cartes, une carte que vous allez enlever pour ajouter la carte, on en parlera lorsque je parlerai de la carte concernée. On va commencer par Ride by Attack, quand une unité de cavalerie amie choisit son action quand elle s'active. Avant de résoudre cette action, l'unité peut faire un pivot, puis une action de marche, et même si c'était engagé, ça peut traverser à travers toutes les unités, et elle peut même se désengager. Et par contre, après avoir fait cette marche justement, si vous avez traversé une unité ennemie,
l'unité ennemie subit directement une blessure plus une blessure par chacun de ses rangs restants, donc c'est très fort. Donc autant dire que sur de la cavalerie, si ça passe à travers, ça fait 3 blessures, puisque la cavalerie, quand c'est à plein, c'est 2. Et si une unité infanterie pleine, et bien ce sera 4 blessures, donc un rang de partie. Donc là encore, on voit que entre de la cavalerie et de l'infanterie, préférez l'infanterie puisque vous faites sauter un rang, tandis que sur l'infanterie, alors oui, vous faites perdre une figurine, si c'est à plein rang bien sûr, mais vous faites perdre pas de rang, donc il y a plus d'effets en passant sur de la cavalerie, sur de l'infanterie, pardon. Deuxième carte, lead par l'exemple, lead by example, donc montrer l'exemple en l'occurrence. Après que Khal Drogo, l'unité de Khal Drogo a fait une attaque, vous attachez cette carte à une autre unité amie à longue distance jusqu'à la fin de ce round. Et tant que c'est attaché, cette unité gagne plus 2 à ses jets de panique. Ces attaques de mêlée gagnent plus 1 pour toucher, ce qui est plutôt très fort. Et sinon, à défaut, eh bien, vous pouvez aussi faire en sorte que vous piochiez une carte tactique. Voilà, donc si votre unité de Khal Drogo a été éliminée, vous avez quand même cet effet de carte utilisable. Ensuite, on arrive à Assault Order. C'est cette carte-là que vous devez mettre dans votre parquet tactique de base à la place de la carte Sudden Retreat, qui est, donc, comme je le rappelle, dans les cartes factions de base de la faction, justement. Alors, qu'est-ce que ça fait cette carte-là? Quand une unité amie non combattante prend possession d'une zone, vous pouvez remplacer la zone par une unité de combat amie fait une action d'attaque, ou si c'est l'unité de Khal Drogo, il peut faire une action. Donc, c'est toujours bon à prendre, c'est intéressant, comme j'ai dit, et je le rappelle, les Targaryens, ça bien avancer vite, taper fort, faire très mal, le plus vite possible à votre adversaire, à ses adversaires et aux unités ennemies. Et enfin, la dernière carte, c'est Adrivat. Ça fait que quand l'unité de Khal Drogo s'active, vous ciblez l'unité ennemie qui est à longue distance, vous lui attachez cette carte jusqu'à la fin du round, et tant que c'est attaché, les attaques de mêlée qui sont faites sur cette unité gagnent le coup critique, et si cet ennemi est détruit, vous gagnez un point de victoire, et si cette carte est enlevée avant que l'effet de destruction de l'unité ennemie soit rempli, et bien sinon, quand cette carte est détruite, enlevée à la fin du round, votre opposant gagne un point de victoire, donc à l'utiliser quand vous êtes vraiment sûr à 100%. Après, ça peut être un coup de bluff et un coup de pari aussi de le faire. Mais au moins, vous gagnez un point de victoire de plus. Et puis sinon, si vous ne pouvez pas activer l'unité de Khal Drogo, eh bien cette unité, vous pouvez faire en sorte que vous piochez une carte tactique. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Voilà, on en a terminé avec tous les généraux. Vous voyez, il y a vraiment de quoi. Il y a vraiment un choix intéressant dans les généraux. Vous avez de quoi vous compliquer la tête. Alors c'est vrai qu'on comprend pourquoi Khal Drogo a été pris souvent pris en tant que général. Donc vous avez vu, c'est un général cavalier. Voilà, de ce que j'ai vu moi, de mon expérience, vous avez Khal Drogo en général pour la cavalerie, et en piéton c'est plutôt Grey Worm qui est privilégié. Allez, passons donc maintenant aux attachements, aux unités que l'on peut mettre dans les unités, donc que ce soit de la cavalerie ou de l'infanterie. On va regarder ce qui est disponible pour les Targaryens. On va commencer avec ceux-là qu'on peut avoir pour 3 d'entre eux en commandant et un autre en plus. Donc on a Belvas qui lui va coûter 1 point et qui est un attachement piéton et qui fait la chose suivante, Battle Scar. À chaque fois que cette unité est attaquée, on place un ordre token sur ce Belvas. Et à chaque fois que cette unité fait une action d'attaque, vous gagnez un bonus équivalent au nombre de jetons mis sur lui. À partir de 1 token, c'est vicieux, 2 tokens, c'est fracassé, et 3 tokens, l'unité attaque toujours avec la valeur la plus forte de ses dés d'attaque, donc c'est plutôt et ça peut relancer aussi ses jets d'attaque, donc c'est plutôt très très fort. Donc très bon attachement pour 1 point. Si vous utilisez Piéton, voilà, si vous ne l'avez pas en commandant, ça peut être un bon complément de vos unités. Ensuite on a Koolo, c'est un attachement cavalier cette fois-ci, un Blood Rider, et cette unité
ne peut jamais devenir affaibli, donc ça c'est plutôt bien. Donc vous ne pouvez pas prendre de jetons affaiblis sur vous, et donc ça empêche les petites combos qu'on peut avoir dans certaines factions contre votre unité. Et l'autre chose, c'est qu'il a la même chose que Belvas à côté, qui est le Battle Scar, avec exactement le même texte, et c'est pour ça que cette unité-là vaut 2 points au lieu de 1, et en plus du fait que c'est de la cavalerie, et donc c'est plutôt très bon. Ensuite, on a un autre attachement que vous connaissez aussi, qui est accessible en neutre aussi, que vous pouvez également avoir en commandant, c'est Dario Naharis. Et alors lui, pour 1 point, il donne que une attaque de mêlée de cette unité, donc infanterie, gagne critique, coup critique et précision. Et en revanche, sur les G de 1, cette unité prend une blessure. Bon, c'est déjà plutôt très bien. Ensuite, on passe à Grey Worm, que là aussi vous pouvez avoir en commandant. C'est une unité piéton qui coûte 2 et qui là aussi a de bonnes capacités, parce que pour 2, vous allez voir, il a sur ses Boldness Courage qui agit à la fois sur les attaques à distance et sur les attaques au corps à corps. À chaque fois que cette unité attaque et qu'elle a un plein rang, elle a plus 1 d'attaque, et sinon elle a plus 1 rang pour son jet d'attaque. Donc c'est plutôt bien, c'est comme le commandant. Voilà, donc là c'est comme le commandant, donc c'est plutôt très bien. Et l'autre autre capacité native, c'est le Rallying Cry. À chaque fois que cette unité fait une action d'attaque, avant de lancer les dés, vous ciblez une autre unité amie qui est à longue distance, elle récupère 2 points de vie, donc c'est similaire à une des capacités de Jon Snow, Jon Snow commandant d'ailleurs, pour avoir cette capacité. Donc pour 2 points, là encore, de très bonnes... Là, les 4 sont, à mon sens, de bons attachements à voir, bien sûr, dans quelles unités vous les mettez et comment vous avez constitué votre armée. On va passer aux attachements suivants, à savoir ces 4-là. Donc, vous avez 2 attachements cavalerie et 2 attachements piétons. Vous avez... le seul qui dénote un petit peu cavalerie, c'est Ago, le plus à gauche, le Blood Rider. Cette unité, là encore, ne peut pas devenir affaiblie, donc c'est encore très très fort. Et en capacité, il a Shieldblade Slaughter. Après que cette unité fait une action d'attaque, si le défenseur a subi des blessures, cette unité se récupère une blessure plus une blessure supplémentaire par chaque rang détruit du défenseur. Donc là, c'est plutôt également très très fort. Et ensuite on a Jorah Mormont dans 3 versions différentes. Dans le premier, Jorah Mormont pénitent Betrayer, lui il fait que après qu'un ennemi a fait une action d'attaque sur cette unité, après avoir lancé les dés d'attaque, vous pouvez détruire Jorah. Si vous le faites, cette unité devient vulnérable et affaiblie. Alors c'est très bien de mettre des jetons, mais pour 1 point, est-ce que vous n'allez pas préférer mettre un autre commandant, un attachement comme on a vu tout à l'heure, avec Battle Scar par exemple, ou même Django Naharis, voilà, qui lui sera là tout le temps. Voilà, donc là pour 1 point, c'est à mon sens un peu gâché pour cette version. Ensuite on a Jorah Mormont The Andal, toujours en piéton. Il a un ordre qui est Martial Training. Quand cette unité fait une action d'attaque de mêlée avant de lancer les dés d'attaque, vous pouvez relancer les dés d'attaque et le défenseur devient vulnérable. Donc là c'est similaire à la capacité des frères jurés, par exemple, de la Nightwatch. Ça, c'est très fort. Très très fort pour 2 points. Alors, il coûte 2 points. Et il a l'autre effet, c'est Tendian Grande. C'est qu'à chaque fois qu'un ennemi fait une action d'attaque sur cette unité, si cette unité est uniquement engagée avec un ennemi, donc lui, par exemple, avec l'unité sur laquelle vous êtes, cet ennemi ne peut pas gagner de bonus de charge de flanc ou de dos. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, c'est situationnel, mais il y a quand même de multiples fois où ça peut être utile. Donc, c'est après, pour 2 points, est-ce que c'est pas cher payé par rapport à d'autres unités à voir. Mais en tout cas, ça... À mon sens, c'est un attachement qui est très correct. Ensuite, on passe au dernier Jorah Mormont, qui là, cette fois-ci, est un cavalier, un attachement cavalier, le Exile Knight, le chevalier exilé. Il a un ordre tactical reposition. Au début d'un tour ennemi, vous ciblez une unité amie qui se trouve à courte distance. Et cette unité peut faire un shift de 3, donc c'est toujours utile, toujours pratique de se repositionner, surtout avec des unités cavalerie,
ou des unités qui ont des bonus quand, bien sûr, vous le savez, ça attaque de flanc ou de dos. Donc c'est plutôt très bien. Et l'autre chose, c'est la Studborn Ténacité. À chaque fois que cette unité passe un test de panique, l'ennemi qui est engagé contre elle subit une blessure auto. Donc c'est situationnel, c'est pas ce qui fera changer la game, mais ça peut faire le petit dégât en plus, le petit point qui fera la différence dans vos parties. Voilà pour ces 4 attachements. Voilà, qui à part le Jorah Mormont, le premier Jorah Mormont, tout est jouable à mon sens en partie, ou en tout cas dans vos constitutions de liste. On va passer aux attachements suivants, avec que de la cavalerie en termes d'attachement. Les Outriders KO, qui lui ferait pour 1 point, Disrupt. Les ennemis engagés avec eux ont -1 pour toucher. C'est toujours pratique, voilà, c'est toujours intéressant. Attention, la spécificité, ça ne peut être attaché que à des unités Targaryen, donc attention quand même. Ensuite, on a un autre attachement, Koto, qui est également un Blood Rider. Cette unité ne peut pas devenir affaiblie. Décidément, vous avez vu, c'est récurrence. Hein. Donc les jetons affaiblis, ils s'en fichent un petit peu les Targaryens. Alors il a Intimidating Presence, que vous connaissez puisque ça existe chez les Flamemen, notamment. Ça fait que les ennemis qui sont engagés avec cette unité ont -1 à leur test de morale et +1 blessure à leur test de panique raté. Donc ça c'est toujours bon à prendre. Pour 2 points, certes, mais pourquoi pas. Et enfin, deuxième capacité, troisième capacité, puisqu'il faut rajouter celle qui fait que ça empêche les jetons affaiblis. Pour Koto, vous avez Prey on Fear, donc proie de la peur. À chaque fois qu'un ennemi engagé avec eux rate un test de panique, cette unité se soigne de blessures, donc l'unité de Koto en l'occurrence. Donc ça peut être une bonne combo pour tanker un petit peu. Attention toutefois, ça ne peut pas, Koto ne peut pas se mettre dans l'unité où il y a Drogo. Non, excusez-moi, c'est quand il y a Drogo qui est dans l'armée. Donc voilà, c'est la rivalité, c'est le petit bémol, on va dire, c'est que faut pas mettre Drogo et Koto en même temps. Voilà, on passe ensuite à Rakaro, qui est également un attachement cavalier pour 2 points aussi, qui lui aussi, comme l'unité d'attachement précédent, fait en sorte que vous ne puissiez pas mettre de jetons affaiblis. Il a un ordre sentinelle après qu'une autre unité amie à longue distance et à longue distance maximum a été attaquée. Cette unité fait une action de charge ou de manœuvre. S'il charge, il doit bien sûr cibler l'attaquant de l'unité amie, donc ce qui est... Et enfin, il a une dernière, donc là c'était un ordre, et là il a une autre capacité native, Elusive Escape, donc pour s'échapper. Cette unité peut relancer les dés de retraite, des distances de retraite, et par contre les ennemis qui sont désengagés de cette unité ne peuvent pas pivoter et ils deviennent affaiblis. Donc ça c'est pas mal dans l'optique de faire une attaque après derrière, donc d'être dans deux flancs, de côté, et ça peut donner des situations intéressantes, notamment puisque vous le savez avec la cavalerie, vous avez une solution de placement et de position plus intéressante, vous avez une manœuvrabilité comme on dit plus intéressante pour décider un peu de comment se déroule la bataille. Et enfin la dernière attachement de ces 4 là, c'est le Screamer KO. Là encore, ça ne peut être attaché que sur l'unité targaryenne, et ça a l'ordre Martian Training, comme vous avez pu voir tout à l'heure, qui fait que lorsque cette unité fait une action de mêlée, une action d'attaque, avant de lancer les dés d'attaque, vous pouvez relancer ces dés et faire en sorte que l'unité défenseur soit vulnérable. Donc c'est toujours bon à prendre. Somme toute, là, des attachements qui sont très corrects, avec un petit bémol à côté, on ne peut pas mettre Khal Drogo et Koto, mais vous pouvez mettre Jorah Mormont qu'on a vu tout à l'heure en commandant, et Koto, ça peut être une bonne solution de repli et de rechange. On va enfin passer aux 2 derniers attachements, et là on n'est que sur de l'infanterie, avec le Stormcrow lieutenant qui coûte 1 point et qui fait simplement,
c'est déjà bien, hein, qui fait que si vous contrôlez la bourse, cette unité, les actions d'attaque de cette unité gagnent fracassé et vous attaquez toujours avec la valeur de dés la plus forte. C'est assez conditionnel, maintenant pour un point, pourquoi pas. Maintenant, j'avoue que je préférais quand même les autres unités qu'on a vues précédemment. Enfin, on a l'officier Unsullied pour 3 points. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça vaut les 3 points? Et quand on va regarder, eh bien oui. Alors, pourquoi? Parce qu'il a un ordre qui est Relentless. Au début d'un tour ami, cette unité fait une action de mêlée ou de manœuvre et ça n'active pas cette unité. C'est comme le Watch Captain d'un Nightwatch, hein, puisque moi vous savez que je joue beaucoup au Nightwatch, donc ça fait la même chose, et ça permet de faire, en fait, c'est comme si vous aviez presque une activation de plus sur le plateau de combat, sur le plateau de champ de bataille. Donc ça c'est plutôt toujours intéressant, même si ça coûte 3 points, c'est pratique. Et enfin, la dernière capacité, Golden Fighting, à chaque fois qu'un rang de cette unité est détruit, l'ennemi sur lequel ils sont engagés prend une blessure. Ça c'est plus situationnel, c'est pas forcément ce qui fera la différence, mais pourquoi pas, c'est peut-être la blessure qui fera en sorte que vous détruisiez l'unité d'en face. On arrive à la fin des attachements disponibles pour les Targaryens, donc vous voyez, il y a de quoi faire. Alors passons aux unités non combattantes disponibles pour les Targaryens. Alors vous allez voir, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même des très bons. Alors, on va commencer avec ces 4-là, avec Barestan Selmy, que vous pouvez avoir en attachement et aussi en... Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Donc il coûte 5 points, donc cher, mais par contre il donne une influence, et qui fait que quand vous influencez une unité, et cette unité, si elle est ciblée par une habilité ou une carte tactique de votre ennemi, vous pouvez enlever cette carte, donc l'influence, pour annuler l'effet de cette habilité ou de cette habilité tactique. Donc ça peut être très fort. Attention, ce n'est pas forcément très utile sur toutes les armées, mais néanmoins, après, est-ce que pour 5 points, vous n'allez pas vouloir mettre un autre NCU ou rajouter une unité de combat sur le plateau? C'est à vous de voir, mais bon, ça peut quand même faire très mal. Annuler une carte tactique ou un effet sur certaines armées, ça peut faire très mal. On passe ensuite à une première unité NCU Daenerys Targaryen, la Khaleesi, qui elle aussi coûte, donc là par contre coûte 4 points, elle influence également, et à chaque fois que Daenerys influence une unité, vous pouvez enlever un condition token, un jeton condition sur cette unité, et quand cette unité est influencée, elle peut relancer tous ses jets d'attaque. Alors c'est effectivement un NCU très fort pour cartes, que j'ai quasiment vu dans quasiment toutes les listes targaryennes que j'ai affrontées à ce jour, parce que juste l'effet de pouvoir enlever le jeton de condition, mais surtout de pouvoir relancer les jets d'attaque quelle que soit la condition, c'est quand même très fort. Ensuite, on a également un autre Daenerys Targaryen qui fait que à chaque fois que cette Daenerys qui coûte 5 points, qui est très fort, mais et qui est intéressante si vous avez l'optique de jouer les dragons, puisque ça fait en sorte que ces 3 dragons coûtent 1 de moins, et donc c'est plutôt très fort, et surtout que l'effet est aussi très fort, puisque ça vous permet de faire en sorte que vous pouvez remplacer l'effet de la zone par un des 3 dragons peut faire une action d'attaque. Donc c'est toujours très bon, ça peut faire le dommage supplémentaire qui peut faire mal et qui peut détruire l'unité, surtout que quand vous avez vu les capacités des dragons, ils font des dégâts conditionnés à l'adversaire, à l'unité adverse, mais vous aurez un peu de mal, comme toutes ces unités-là, à terminer le combat, puisque c'est conditionné aussi à la force de l'unité ennemie, au nombre de figurines ennemies. Ensuite, on a donc ça, bien sûr, un NCU que vous allez utiliser que, entre guillemets, si vous jouez au moins un des dragons.
Ensuite, on a Ilio Mopatis, pareil, c'est un NCU qui est beaucoup joué chez les Targaryens, qui coûte 4 points. Alors pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Ilio Mopatis prend possession d'une zone sur le plateau politique, on peut remplacer cet effet par faire que une unité de combat amie se soigne de 3 blessures, plus une blessure si il est engagé soigne de 3 blessures et l'unité engagée contre l'unité est affaiblie. Donc voilà, c'est du soin gratuit pour l'unité. Alors oui, ça remplace l'effet de la zone, mais il y a quand même plein de solutions où plutôt que de faire l'effet de la zone, vous allez préférer faire un soin sur vos unités. Donc très 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 sympa comme NCU. Donc vous voyez, il y a de quoi faire déjà rien qu'avec les Daenerys et Ilio Mopatis. Ensuite, on va passer aux deux derniers NCU, et ce sont les derniers tout court de la faction Targaryen. C'est pour ça qu'il n'y a pas un choix énorme de NCU, mais attendez-vous à ce que très bientôt, on me dit dans l'oreillette qu'il y en aura. Il y a des nouveaux héros qui sont prévus pour les Targaryens, donc attendez-vous à ce qu'il y ait aussi des nouveaux NCU. Enfin bref, parlons avec ces deux derniers qui ont là. On a Piatri qui coûte 4 points et qui fait que ça va rajouter sur le plateau politique une zone supplémentaire. Et à chaque fois qu'une unité ennemie, une unité amie non combattante prend possession de cette zone, on peut remplacer l'effet de la zone par votre adversaire doit révéler une carte tactique aléatoirement de la main, et vous pouvez lui faire revenir dans la main, et auquel cas il discarde une carte tactique aléatoire de sa main. Donc c'est un moyen de réduire un peu le champ d'action de votre adversaire. Donc à utiliser, c'est bien. Si vous voulez avoir 3 NCU, ça peut être une unité non combattante, ça peut être une bonne option. De ce que j'ai vu, les Targaryens en général prennent Myopatis et Yomopatis et la Daenerys, celle qui influence, qui fait lancer les dés, et ils rajoutent en général un NCU neutre. Mais Piatri peut être une bonne option aussi, rajouter une zone tactique supplémentaire pour ralentir entre guillemets votre adversaire. Et ce sera d'autant plus vrai que lorsque les martels seront là, il y aura certainement des choses à faire aussi avec ce monsieur. Ensuite, dernier NCU de la faction Targaryen, on a Xaro Daxos, qui lui fait une influence, mais une influence sur l'unité, et qui en fonction de la zone qu'il contrôle aura un effet différent. Si c'est la couronne, l'unité qui a été influencée prendra plus une blessure pour les jets de panique ratés. Sur la bourse, après la défense, il bloquera plus une touche. Pour l'attaque, c'est avec la lettre, vous aurez plus un dé d'attaque. Et si c'est la nouvelle zone qui a été mise en jeu grâce à Piat, et bien dans ces cas-là, ce sera moins un jet d'attaque. Donc très situationnel, puisque ça dépend beaucoup de la zone qu'il prend. Donc pour 4 points, c'est vrai qu'on va préférer peut-être plutôt effectivement de prendre les 2 NCU que je disais tout à l'heure, et voire privilégier de mettre 4 points de plus sur le champ de bataille. Voilà, on arrive à la fin des unités non combattantes targaryennes. Il ne me reste qu'à vous dire, à passer à l'analyse globale, on va dire, mon ressenti sur la faction Targaryen. Alors, que dire sur la faction Targaryen après avoir analysé et regardé un peu toutes les cartes, les factions, les unités, les commandants, les attachements, les unités non combattantes? Eh bien, on peut dire que les Targaryens, il y a pas mal de choses à faire, il y a du bon dans à peu près toutes les versions, en sachant que pour avoir joué pas mal contre eux, on se rend compte qu'au final, il y a 3 grandes lignes directrices qu'on peut prendre chez le Targaryen. Une optique plutôt piéton, infanterie, avec les Ensulides et des commandants comme Belvas par exemple. Vous avez aussi là, en deuxième possibilité plutôt des listes cavalerie avec Khal Drogo en tête en tant que général. Après voir la composition derrière avec des Flamemen, avec des vétérans ou des outriders. Enfin voilà, ça dépend de vos choix et de vos goûts. Et la troisième possibilité qui
un peu moins joué maintenant parce que nerfé un petit peu, ce sont les dragons avec Daenerys en commandant. Voilà, donc il y a ces trois-là, mais ces trois-là ont des façons de jouer différentes, même si sur le fond, la base est la même, c'est rentrer dans le tas, faire le plus mal possible, le plus vite possible à vos adversaires pour avoir la supériorité sur le terrain, pour pouvoir prendre des objectifs et gagner la partie et avoir des cartes un peu de surprise pour prendre de court votre adversaire. Donc, très belle faction qui est beaucoup jouée, qui demande quand même pas mal de doigté contrairement à ce qu'on pourrait en penser, qui est très difficile à manœuvrer pour jouer contre eux régulièrement. Ça va souvent se jouer à des points de détail, il y a une unité qui sera mal placée ou mal positionnée. Hein, l'inverse est vrai aussi, hein, c'est-à-dire que des fois ça peut gagner juste parce que votre adversaire aura fait une erreur de placement et vous aurez pu l'attaquer de flanc ou de dos alors qu'il pensait être à l'abri, ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a énormément de possibilités. Donc c'est une faction qui est très intéressante à jouer, comme toutes les factions d'ailleurs de Assoif, hein, de Song of Ice and Fire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo déjà si vous jouez Targaryen et puis ce que vous en pensez aussi, si mes analyses sur la faction, sur les unités sont bonnes. Parce qu'après tout, je ne prétends pas avoir la science infuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous servira. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker, à mettre un petit commentaire, c'est important, un petit pouce pour le référencement de la vidéo et afin que les joueurs, même les nouveaux joueurs à soif et même les expérimentés puissent trouver cette vidéo. Voilà, au moins, j'espère que celle-ci servira peut-être de base et vous donnera quelques idées supplémentaires, que vous soyez débutant ou expérimenté. Et puis je terminerai par vous dire que je vous retrouve très rapidement pour plein d'autres vidéos Song of Ice and Fire sur la chaîne et aussi sur les deux gros tournois où je vais participer bientôt, c'est-à-dire Octogone et le championnat de France à Bordeaux. Voilà, merci à tous et puis on se retrouve très bientôt comme je disais. Ciao ciao.